Ils sont nés avec le nouveau millénaire, ils ont entre 18 et 25 ans, et ils croyaient que le monde allait bientôt leur appartenir. Quand le Covid est arrivé, on leur a demandé de retourner dans leur chambre et ils ont obéi. Certes, un peu plus tard, quelques-uns sont sortis de leur tanière et le temps d'une fête, ils ont marché hors des clous dans la réprobation générale. Une marée de jeunes fêtards s'agglutine sans aucun geste barrière. Rien pour lutter contre le Covid. Et plus d'une fois, cela s'est très mal passé. Une interpellation très musclée d'un jeune homme au sol est filmée. Les forces de l'ordre tentent de faire arrêter la vidéo. Aujourd'hui, toute la responsabilité pèse sur les épaules des jeunes, comme le dit Olivier Véran. Pendant plusieurs mois, les émissions de télévision se concentrèrent non sur leur souffrance, mais sur leur irresponsabilité. Jusqu'au moment où on commença à se dire que cette crise les avait certainement marqués autant que les adultes. On a eu le sentiment un peu d'être confrontés à une forme de fin de vie. La vie sociale s'est arrêtée et finalement, avec ça, c'est une partie de notre vie qui s'enlevait. Je sais qu'il y a énormément de jeunes qui sont tombés en dépression. Quand on doit choisir entre le Covid ou la dépression, c'est un peu entre la peste et le choléra. Eh bien voilà, c'est justement ce qui nous a donné envie de faire ce film. Comprendre précisément ce qui s'était passé pour eux et en quoi ils ne seront plus jamais les mêmes. Françaises, Français, mes chers compatriotes, dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. J'ai toujours rêvé un peu d'un moment où la vie s'arrêtait. Peut-être pour me concentrer sur des choses auxquelles je ne me concentrais pas assez, et notamment sur l'écriture. Donc on l'a très bien pris au début, on était très contents de cette annonce. J'ai clairement eu la sensation que la ville m'appartenait. Il n'y a personne et on se dit mais là je peux faire ce que je veux, personne va m'embêter, personne va rien me dire et ouais, c'était cool. Le premier confinement c'était hyper bien. Comme on pensait pas qu'il allait y avoir une suite, c'était des vacances en vrai. Personne n'allait à l'école, personne travaillait. En plus il faisait beau. C'est quelque chose en soi assez drôle au début. Je me suis dit que je pourrais avoir un peu de temps pour moi-même enfin, pour commencer à faire du sport, pour être en introspection aussi, pour penser à moi, penser à mon futur aussi, après mon BTS, les études que je vais faire, si je veux rentrer directement dans la vie active ou pas. Donc j'étais content. En dépit de l'émotion que les premiers morts du Covid avaient fait naître, tout ça, en effet, avait plutôt bien commencé pour les enfants du siècle. Mais très rapidement, ils avaient déchanté, et c'était logique. Quand on a 20 ans, la solitude est une prison. J'étais chez un ami, on vivait au jour le jour, sur des rythmes très décalés, puisqu'on n'avait rien à faire, et on avait tendance à se coucher au départ vers 6h du matin. Ça a fini vers 8h, 10h à peu près. On ne faisait plus les tâches ménagères, on prenait plus soin de nous, on se laissait pousser nos barbes, nos cheveux. Vraiment, on était presque dans une léthargie un peu. On lisait un peu, on jouait aux jeux vidéo, on sortait pas beaucoup, sauf pour faire les courses. On était pris dans un flux où plus rien n'avait de sens, il n'y avait plus d'activité à faire. Donc c'était pas très facile, honnêtement. Vous dormiez dans la journée? On dormait, oui, toute la journée, et on se réveillait avant que le magasin ferme pour aller faire les courses. Moi, à ce moment-là, j'ai paniqué. Paniqué parce que j'étais dans mon petit appartement sous les toits. Mon père avait prévu de venir me chercher pour aller chez mes grands-parents. Et au dernier moment, il m'a dit que je pourrais pas le rejoindre parce que ça serait pas raisonnable. Et là, je me suis dit non, je vais pas arriver à rester dans mon petit appart seule et enfermée à l'intérieur. On est dans notre vingtaine, c'est la découverte du monde, c'est faire de nouvelles expériences et de là, gâcher. Moi, je suis rentré à la fac, je me suis dit à la fac, il y aura des soirées étudiantes, je vais découvrir plein de gens, etc. Et finalement, rien du tout. Les interactions humaines, c'est très important pour nous, en fait. Et j'avais pas conscience de ça avant. Pour moi, rencontrer des gens tous les jours, c'était quelque chose de normal. Et le fait du jour au lendemain de ne plus rencontrer personne, j'ai pris conscience de ces choses-là.
J'ai des amis, eux, qui habitent à Paris, qui ont pu aller dans la maison familiale en campagne, qui ont pu du coup s'aérer un peu l'esprit, mais quand on vient de Saint-Denis et qu'il n'y a pas, on va dire, d'héritage familial et que la seule chose qu'on connaît, c'est le quartier, on est entouré de gens qui vivent la même chose que nous. Du coup, c'est, on va dire, un peu une pensée pessimiste qu'on a chacun. C'est moi, c'est comme ça, moi aussi, c'est pareil. Et du coup, tous les jours, on parle de la même chose, tous les jours, on parle de nos problèmes, etc. Donc, c'est très, très dur. Mentalement, c'est très, très dur. Privé lui aussi de toute interaction sociale, Florentin se souvient de la brutalité du changement qui s'imposa à lui, qui venait tout juste de passer le bac. Moi, je viens d'un petit village du Pas-de-Calais, vraiment très isolé, à peine 500 habitants. Donc vraiment dans la campagne, ça veut dire plein de champs autour, il faut prendre le bus pour aller dans les grandes villes. J'arrive directement à Strasbourg, je vis ma meilleure vie, clairement. La vie s'ouvre à moi, je me dis que je vais faire les études que j'aime. J'étais vraiment enclin à travailler et en même temps à m'épanouir à Strasbourg, donc c'était génial. Alors oui, je me suis retrouvé enfermé. Disons que comme j'ai suivi scrupuleusement les règles sanitaires, je ne sortais même pas de mon appartement. Je suis dans une résidence, donc j'aurais très bien pu aller dans l'appartement de quelqu'un d'autre, mais je ne le faisais pas. Pourtant, tu étais confiné avec ta copine. À l'intérieur de ton appartement, c'était comment? À l'intérieur, c'était parfait. C'était notre petit monde, on vivait, on avait nos habitudes. Mais au bout d'un moment, c'était quand même très pesant. C'est quand même comme une prison. Vous avez 4 murs, une porte, vous ne passez pas la porte. Donc oui, on voyait la vie qui se passait à travers notre fenêtre. Mais pour Florentin, ce ne fut pas seulement son rapport à l'espace qui fut bouleversé. Fut également bouleversé son rapport au temps. Le Covid le renvoyant illico à l'enfance qu'il croyait avoir définitivement quittée. Mes parents étaient très inquiets. Tous les jours, ils nous envoyaient des messages. Ils demandaient si on avait bien pris notre température. Ils nous faisaient des commandes de nourriture directement. Et on n'avait pas le droit directement d'aller dans les magasins. Vu qu'ils s'inquiétaient énormément, ils vérifiaient ma géolocalisation. Donc, ils vérifiaient si je ne dépassais pas 1 kilomètre, que je n'allais pas dans les magasins. À un moment, je suis allé à la cathédrale de Strasbourg pour prendre une photo. Ils avaient géolocalisé ma position et on avait rigolé là-dessus parce que j'avais dépassé certainement les 1 km pour arriver à 1 km 200, 300. Bien sûr, j'avais dû dire que c'était uniquement pour la photo, on s'était égaré, mais voilà. Pour les enfants du siècle, le Covid était un défi. Comment éviter que leur jeunesse soit intégralement mise entre parenthèses? Allez, mobile sur ta jambe d'attaque, passez sur gauche. Oui, c'est bien, passe sur gauche, déroule. C'est vraiment bien ce que tu as fait par rapport à d'habitude, elle est moins rigide. Ça tape un petit peu pied gauche. Ah ouais, ça tape un petit peu. Le pied gauche vient un peu devant, ça revient un peu vers le haut. La jambe droite, par contre, elle est bien fluide dans le mouvement, ça c'est bien réalisé. Ok. Sportive de haut niveau, habituée au stade et aux compétitions, espérant concourir un jour aux Jeux Olympiques, Agathe décida d'emblée de résister. Et pour cela, elle fit un choix radical, s'approprier la rue. Je me suis dit, oui, il faut que je continue à m'entraîner parce que si je fais 1 mois de pause, en juillet, je serai plus du tout compétitive. Donc j'ai pris la décision assez rapidement de rentrer dans le Finistère chez ma maman pour pouvoir avoir un lieu extérieur et un jardin, une ruelle assez peu de circulation. Je me suis dit, je vais devoir m'entraîner dans la rue en fait. Donc ma maison s'était transformée en petit complexe sportif, quoi. Je faisais vraiment du sprint dans la rue. J'ai même mis des coups de peinture par terre pour mettre les bonnes distances. Parce que c'est 35 mètres entre les haies, donc je vais recréer un mini-stade. Les voisins n'ont pas été déçus, ils ont eu, pas qu'à la télé, des images sympas. Parfois, ils sortaient même me voir, ils m'encourageaient. Allez. Ma maman a gentiment été, on va dire, ma caméra woman pendant toute cette période. Elle filmait tout ce que je faisais. Je renvoyais à mon entraîneur et il savait à peu près à quel horaire je m'entraînais. Et même des fois, je l'appelais pendant que je faisais. Je dis, bon alors, t'en as pensé quoi? Qu'est-ce que je dois mettre en place entre 2 passages? C'était vraiment du direct. Et puis comme ça, on a réussi à avoir la continuité du coaching. Et je demandais à mon frère de m'aider dans les séances un peu difficiles, de venir me titiller un peu sur les séances de sprint. Il venait courir avec moi. Il a même d'ailleurs vomi après une séance de côte, tellement il était vraiment allé à fond. Ma sœur faisait les abdos avec moi. Et oui, je pense qu'ils se sont rendus compte de ce que c'était un quotidien de sportif. Et du coup, toute la famille était mise au même régime. Et
ils ont eu un beau summer body pour l'été. Si Agathe avait fait le choix de ne pas passer le premier confinement à se morfondre, c'est surtout pendant le déconfinement qui suivit que nombre d'enfants du siècle décidèrent de reprendre leur vie en main. À la différence de la plupart des adultes, ils se dirent que cette crise inédite remettait en question et notre société et eux-mêmes, et qu'ils ne devaient pas rester plus longtemps passifs. Ce fut le cas de Titouan, qui, tournant le dos au jeune cadre qu'il était sur le point de devenir, décida de monter sur un vélo et d'être coursier. Au final, ça a ouvert plein d'autres portes, de relativiser, d'imaginer d'autres projets qui sortent de ce qu'on aurait pu imaginer en temps normal, quoi. Donc après le confinement, quand j'ai fini mes études, je me suis dit il faut que je trouve un métier. J'avais pas envie de bosser dans la com après mon diplôme. Et j'avais vraiment envie au final de me sentir utile, en vrai, c'est un peu ça aussi qui m'a motivé. Je me suis dit ok, j'ai peut-être pas le choix pour l'instant. J'avais essayé de m'inscrire sur plusieurs boîtes d'intérim, ça répondait pas. Donc je vais essayer de tenter coursier à plein temps et voir ce que ça fait. Et j'aime de plus en plus ça, en vrai. J'aime bien le contact avec les gens, je me suis senti à l'aise, j'ai toujours fait du vélo aussi étant jeune, j'ai grandi sur un vélo, j'aime rouler dans les rues, mais pour gagner bien sa vie, faut sacrifier toutes les heures de repas et les week-ends en fait. Donc faut aller travailler quand il fait pas beau, ça marche mieux quand il fait pas beau, faut accepter d'aller loin parfois, faut tout anticiper, faut anticiper les vacances, faut anticiper les maladies, faut tout anticiper parce qu'on n'a pas tout ça. Le Covid, dans notre métier, il a été particulièrement insupportable puisqu'il y a eu la question des protections sociales qu'on a vis-à-vis de la maladie. On n'a pas le droit de retrait, par exemple, ça on peut pas le faire. On va pas arrêter de livrer parce que tout simplement on n'aura pas de sous. Donc en fait, s'il y a des livreurs qui ont des difficultés respiratoires de base, eux, tant pis, ils y vont, ils sont obligés d'y aller. Le Covid, ça m'a révolté. Mais ça n'a fait qu'accentuer ce que je pensais déjà. Moi, je me suis dit, encore une fois, voilà, on retombe sur les mêmes problématiques de qui est en première ligne, qui prend, qui est le responsable, et c'est encore une fois les travailleurs qui vont en pâtir de cette situation-là. Je pense pas qu'on ait bien considéré le rôle des coursiers et qu'on nous ait traités dignement. On n'est pas considéré comme chaîne essentielle du petit bonheur des gens le soir quand ils mangent, quoi, comme maillon essentiel de cette chaîne-là. Au même moment où le Covid amenait Titouan à changer de vie et à s'engager comme syndicaliste, Chloé, sensible elle aussi à ce que le virus révélait des failles de notre société, Chloé prenait la décision de se reconnecter à la nature. Elle chercha une petite communauté conforme à ce nouvel idéal et atterrit en Sologne dans un écolieu imaginé par deux citadins, Anne et Jean-Philippe, qui, eux, avaient quitté Paris il y a près de 20 ans. Le confinement m'a beaucoup fait écouter ce que je ressentais, parce qu'il y a eu des hauts et des bas, je pense comme beaucoup de personnes, le fait d'avoir été enfermée. Et du coup, ça m'a fait lâcher prise sur plein de choses et du coup, enlever la laisse ou la chaîne que je pouvais avoir et me laisser davantage porter par en fait ce que j'avais envie de faire. Du coup, ça m'a fait faire des choix. À la rentrée, je voulais pas reprendre mes études. Déjà, ça c'est tomates cerises, on va peut-être pas les mettre pour là en fait. On va plutôt mettre des grosses ici. Celles-là, on va les mettre ici, ce qui m'a séduit, déjà la famille, enfin la tribu, Anne et Jean-Philippe, ils m'ont séduit par leur caractère, par leur vision de la vie, vision de la société. Attends, je vais mettre Ce que j'ai aimé ici, c'est l'idée de laisser place à la nature, la laisser être en fait telle qu'elle. Jean-Philippe, il est spécialisé dans les forêts et en fait c'est ici laisser la place à l'arbre, s'il est là, il est là pour une raison, sa place elle est là et donc du coup d'être en accord avec tout ça. Et c'était le but de la formation, c'était de vivre ensemble, d'apprendre à coopérer ensemble et en fait j'avais pas encore vécu ça avant. Voilà. Alors tac. Mais après ce qu'on peut faire à la limite c'est planter et voir, moi je me dis. Les dernières courges quoi. Oui. Non, c'est pas tu peux faire ça. Quand je suis ici, j'ai l'impression d'être dans un vortex spatio-temporel. Je vais faire ça du coup.
J'ai l'impression que je suis dans une bulle et que j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut ici. J'ai les personnes, j'ai le cadre, j'ai de l'espace. Pendant que Chloé se familiarisait avec sa nouvelle vie, la majorité des jeunes, croyant la tempête passée, voulurent plus simplement retrouver leur vie telle qu'ils l'avaient laissée. Au début, pas de masque, rien. Au début, vraiment rien, comme s'il n'y avait jamais eu de pandémie. C'était vraiment le retour à la normale. L'été, je sortais sur Paris, sur les quais. J'ai réussi à trouver une boîte de nuit ouverte, donc j'allais en boîte de nuit le soir, etc. Donc c'était, on va dire, un semblant de liberté. Personne n'avait de masque, on sortait jusqu'à pas d'heure, la police était là et elle ne faisait rien. Elle s'en fichait totalement, qu'il y ait des gros clusters. Et après, sinon, j'ai continué, on allait en soirée avec mes amis, n'importe où. Ça changeait pas comme d'habitude, comme les jeunes y font. Hein. J'ai beaucoup fait la fête, notamment à Vincennes. Les fêtes, oui, elles étaient illégales dans les faits, mais on se posait même pas la question, en fait. La question, c'était de se rassembler, de danser, de souffler, en fait. Parce que c'est vrai que c'était une année quand même lourde pour beaucoup de gens, et on avait besoin de se défouler encore plus fort. Et jamais tu n'as eu peur du virus? Les seuls moments où j'ai eu peur du virus, c'est lorsque je rentrais chez mes parents, parce que je ne voulais pas les contaminer. Donc dans ce cas-là, je prenais des précautions. Enfin, je me changeais sur le palier, je fonçais à la douche, je mettais mon masque chez moi. Mais pour moi, pour ma santé, non. C'est peut-être de la bêtise, peut-être, mais je n'ai jamais eu peur. Je ne sais même pas s'il l'ait réellement eu déjà. Donc je ne me suis même pas posé la question pour moi. Bien que tombant plus rarement malades que leurs parents, des jeunes, on le sait, attrapèrent néanmoins le Covid. Et à la différence de Paul, certains eurent évidemment peur. J'ai quand même beaucoup paniqué parce que dès qu'on regarde un peu sur Internet les symptômes et tout, on tombe rapidement sur des symptômes graves. Je suis tombé sur l'interview d'une personne de mon âge qui avait fait les mêmes études que moi, qui avait la même carrure physique, qui avait de l'asthme comme moi et qui ne s'en était toujours pas remis, c'était horrible. Et du coup, moi, j'étais là dans mon lit, je toussais beaucoup, j'avais un peu peur, j'appelais mes amis qui sont en études de médecine, chacun me racontait quelque chose de différent. En plus, je devais commencer mon travail juste après, donc moi, j'étais quand même très inquiet. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est d'abord et avant tout pour leurs proches que les enfants du siècle ressentirent de l'inquiétude. Et ce n'était pas d'ailleurs moins angoissant, car la peur pour l'autre est aussi traumatisante que la peur que l'on éprouve pour soi. Assistante de rédaction dans une chaîne d'information continue, Bérénice trembla par exemple pour sa mère. Ma mère a en fait frôlé la mort juste avant le Covid. Elle a eu une intoxication à un médicament, elle a été en réanimation, elle a eu le pronostic vital engagé pendant 48 heures. Et j'ai vécu des scènes cauchemardesques en réanimation, en fait, juste avant la crise du Covid. Et du coup, quand la crise du Covid est arrivée et qu'on a entendu parler de personnes qui allaient en réanimation et qui n'en sortaient pas, moi, j'ai eu très peur et je me suis dit qu'il fallait absolument que ça ne me réarrive pas, en fait. Juste, Aurélia, Fanny m'a dit de chercher des réactions politiques pour inciter les populations à se faire vacciner dans les pays où ils ont atteint un certain niveau de vaccination déjà. J'avais vraiment peur. J'ai eu l'impression qu'il y avait une forme d'inconscience collective à ce que c'était d'être en réanimation et que du jour au lendemain, ou même juste en 2 heures, qu'on vienne nous dire qu'un proche qui allait très bien il y a 2 heures ne va peut-être pas passer la nuit, va mourir, et de s'imaginer pendant quelques heures devoir faire sa vie sans quelqu'un qui n'était pas censé mourir parce qu'il n'y avait pas de maladie connue ou une vieillesse. Pour toi-même, tu n'as pas eu peur, tu n'as pas eu envie, je sais pas moi, qu'on te cajole, qu'on te plaigne. J'ai de la famille qui est au Cameroun. La mort, la maladie, les soins auxquels on n'a pas forcément accès dans de bonnes conditions, on connaît bien avant la crise du Covid. On sait à quel point on a perdu des gens de la famille bêtement, entre guillemets, parce qu'ils auraient été en France en 2-3 piqûres et avec une perfusion pendant 3 jours, ils auraient été guéris. Il y a trop de souffrance autour de moi
pour que je me plaigne ou pour que vraiment je me sente mal au point d'en vouloir à quelqu'un ou de ne pas être raisonnable. Ne pas se plaindre, ne pas se sentir mal, et chaque fois que possible, continuer à danser encore. Continuer à danser encore, comme le chantaient HK et les Saltimbanques, et tous les jeunes qui organisèrent sur cette musique des flash mobs dans les gares pendant la pandémie. Hélas, à la fin de l'été 2020, la génération de Ryan, Anna, Paul et Bérénice bascula cette fois dans le découragement. Mesdames, Messieurs, il est 17h51. On va vous inviter à quitter les lieux pour être chez vous à 18h. Dès l'automne, en effet, avec le deuxième confinement et l'instauration du couvre-feu, les enfants du siècle comprirent que le virus se moquait bien de leur résilience et qu'il leur disait à chacun et à tous « fini de danser, fini de rire et peut-être même fini d'aimer ». Évacuez les voitures vers eux. Remettez vos masques. Il est kazakh, il a jamais mis les pieds en Europe. Donc c'est vraiment, on s'est rencontrés en Chine, on a vécu là-bas ensemble 1 an. Et ensuite, donc on est rentrés en 2018, lui au Kazakhstan et moi en France. Et pendant un peu plus d'1 an, on a pu se voir, et c'est surtout moi qui allais là-bas tous les 3-4 mois. Sans problème, j'y allais plusieurs semaines, enfin il n'y avait pas de souci. Mais les fermetures de frontières, l'impossibilité de voyager et de sortir de l'espace Schengen m'a empêchée de le voir pendant plus d'1 an et demi maintenant. Et donc ça, c'est un aspect dramatique parce qu'en fait, quand on se dit que j'avais 23 ans la dernière fois que je l'ai vu et que là, j'espère le voir très bientôt et que j'en aurai 25, on se dit que c'est hallucinant à cet âge-là de devoir vivre ce genre de choses parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, où on se découvre encore beaucoup, c'est quand même dur de devoir passer toute une période comme ça en gardant une relation sans qu'il y ait aucun contact physique. Et on se dit que c'est atroce, quoi. Certes, comme le disait Cocteau, le verbe « aimer » n'est jamais facile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur toujours conditionnel. Mais ce n'était pas une consolation pour les enfants du siècle. Se séparer, chacun chez soi jusqu'à la prochaine levée des interdictions, devint même une hantise pour nombre d'entre eux qui décidèrent alors de sauter le pas et d'habiter ensemble. J'ai pris le raccourci sur... Je me suis pris une banane avec mon champignon quand même. Je suis 4e là. Comment auraient-ils pu imaginer, eux qui n'avaient même pas célébré leurs noces de coton, qu'ils allaient vivre comme si c'était leurs noces d'or qu'ils venaient de fêter? Non, j'ai voulu prendre le raccourci, je me suis pris. Je pense vraiment que le Covid a précipité des décisions peut-être qu'on aurait mis beaucoup plus d'années ou plus de mois à prendre. Le fait de vivre ensemble au bout de... ça faisait même pas 6 mois au final... personnellement, je trouve que c'est rapide. Oui, le Covid nous a fait vieillir, de par justement tous ces engagements d'adultes, mais aussi du fait qu'on était vraiment tout seul, vraiment beaucoup moins d'échanges avec les autres pour normer, entre guillemets, en tant que jeunes. Du coup, on a vieilli, ouais. Je me suis dit vraiment que je vivais comme mes parents, alors que juste avant, ma vie, elle ressemblait pas du tout à ça. Au début de notre relation, on allait boire des verres avec nos amis, on faisait beaucoup de soirées, des fois jusqu'à très tard même, et d'un coup, on était tous les deux, tout le temps, un peu comme un vieux couple. On avait des discussions, comment on va aménager l'appartement, quel nouveau meuble on va acheter, on a fait du bricolage, et même avec nos amis, on se disait, on est des darons. Merci. Et du coup, je prends urbanisme. Oh non, je prends stratégie.
Le samedi après-midi, au lieu d'aller boire une bière en terrasse, voilà, on jouait aux jeux de société. Et le soir, c'était la routine de la semaine qui recommençait. On dînait, on se regardait un film et on se couchait. L'objectif, c'était vraiment pour nous d'essayer de casser ça, de casser cette routine vraiment qui nous envahissait. Et pour ça, on essayait vraiment de varier les activités au maximum. Et quand on parle d'activités, c'est d'activités dans cet espace de 30 mètres carrés. Donc, c'était pas forcément évident. On essayait vraiment de discuter ensemble. On se posait des questions, on se parlait de notre enfance, de notre passé. Donc, ça nous a permis aussi peut-être de nous découvrir peut-être plus rapidement. Ça a permis d'accélérer vraiment les choses. On a pris des décisions sur le plus long terme parce qu'on était vraiment engagés ensemble, quoi. Normalement, il m'envoie les fichiers demain. Je croise les doigts. On a un compte commun, on a adopté ensemble un chat, on a des responsabilités. Rien que le mot responsabilité, c'était vraiment des choses qui me passaient au-dessus. Mais là, le fait est que ça nous a permis aussi, au-delà du couple, je pense, de mûrir et d'entrer vraiment dans cette vie d'adulte, entre guillemets. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des millions de jeunes, comme Sébastien et Hélène, étaient donc contraints de vivre comme s'ils avaient 50 ans de plus. Et du coup, ils se retrouvèrent privés de ce qu'on fabrique de si précieux dans la jeunesse, les souvenirs. Vu cette situation, on avait vraiment essayé de se créer des souvenirs, en fait, des souvenirs à deux, du mieux qu'on pouvait, en respectant ce qu'on avait le droit de faire. Donc c'est vrai qu'une des choses qu'on a faites et qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'on allait se prendre tous les deux une petite nuit d'hôtel. C'était quelques jours avant la Saint-Valentin. Le check-in est à 14h, on arrive à 14h pile. Et on a passé la journée dans notre chambre d'hôtel. Il y avait quelques activités qui étaient prévues en plus. On a appris à faire des cocktails ensemble. Ça nous a fait un bien fou. On a vraiment eu ce sentiment d'évasion. Qui plus est, c'était assez particulier, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y avait des tables qui étaient espacées de 3 mètres, quoi. Du coup, il y avait le droit de manger, en fait, en restaurant, alors que c'était interdit. C'était vraiment le Graal pour beaucoup de Français, je pense. Ainsi, le Covid avait-il conduit 2 enfants du siècle à se réjouir de partir en expédition dans un hôtel situé à 200 mètres de chez eux, alors qu'ils avaient pu jusque-là sillonner le monde, comme si aucune frontière n'était infranchissable pour leur génération. Et que dire de Paul, qui devait partir au Canada pour ses études, et qui se retrouva contraint de rentrer en train dans son village pour s'enfermer dans sa chambre. Ils ont annoncé qu'ils accueillaient aucun étudiant jusqu'à 2022, et donc pour moi c'était impossible de partir. La 3e année, c'était un peu le Graal de Sciences Po Strasbourg. Les 2 premières années étaient assez dures, mais je savais qu'en récompense, je pourrais partir en 3e année. Je pensais qu'à ça, partir, et du coup, ça a été un peu le choc. Pour moi, c'était une aventure, c'était une opportunité un peu unique de découvrir de nouveaux paysages, une nouvelle culture. Et puis aussi pour moi, pour me retrouver un peu loin de chez moi, de ce que je connais, et aussi de sortir de ma zone de confort. Moi, je l'ai quand même vécu assez mal, on va dire, et c'était surtout la perspective de rester dans mon village où mes parents habitent. Donc c'est un petit village dans le territoire de Belfort, il s'appelle Chèvremont. Il y a environ 1500 habitants, donc c'est quand même la campagne. Et c'est un gros contraste entre penser partir à l'étranger, une destination qui fait rêver, et de se retrouver chez ses parents dans un petit village perdu en Franche-Comté, c'est vraiment pas l'idéal, quoi. Paul essaya bien de sortir sa tête de l'eau en obtenant un autre voyage, au Danemark cette fois. Mais le Covid l'entraîna alors dans une situation ubuesque que seule la modernité peut produire. Faire un semestre à l'étranger, sans bouger de chez lui, cloîtré dans la maison de ses parents. Je devais partir le 20 janvier, j'avais réservé mes billets d'avion, j'avais aussi réservé mon logement. J'avais tout préparé, tout était prêt pour que je puisse partir dans les meilleures conditions. Et le 9 ou le 10 janvier, je ne me souviens plus exactement, le gouvernement danois annonce que le motif d'études n'est plus valable pour rentrer sur le territoire danois. Et donc moi, je me retrouve encore une fois coincé à la maison, sans pouvoir partir. Cette mobilité qui devait être une opportunité unique dans une vie, je l'ai finalement passée entièrement en ligne depuis ma chambre.
Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, disait Blaise Pascal. Ils ne savent pas rester au repos dans leur chambre. Pendant le second confinement, tout le malheur des enfants du siècle fut au contraire d'y rester dans leur chambre, et comme on aurait dû s'y attendre, d'y déprimer. L'idée que tout d'un coup j'ai une vie de vieux, c'est quelque chose qui m'est venu à un moment, quoi. En dehors des horaires, parce que les vieux ne se couchent pas à 3h du matin, à ce que je sais, mais en dehors de ça, oui, clairement. Mon repas type de confinement, c'était des pâtes avec de la sauce provençale ou napolitaine de temps en temps. Il n'y a pas grande différence en réalité. Et puis de l'emmental râpé. Et puis un petit yaourt. J'ai une yaourtière, donc ça c'était par contre ma petite occupation. Tous les 3 jours, je me faisais mes propres yaourts. Ça aussi d'ailleurs, c'est un peu une occupation de vieux, des fois c'est un peu amusant, mais... C'est quelque chose qui, très vite, m'est tombé dessus après le deuxième confinement, au bout de, je sais pas, 1 ou 2 semaines, assez vite, et qui est resté jusqu'à la fin. Enfin, je veux dire, c'est oui, évidemment qu'on est déprimé, et puis je suis loin d'être le seul, hein, parce que quand vous êtes dans 12 mètres carrés toute la journée, que vous mangez que des pâtes, que tous les cours sont à distance, que vous voyez personne, en fait, vous vous retrouvez devant un ordi avec un professeur qui parle. Vous avez même plus la force d'écrire. Enfin, moi, les cours, je ne les prenais pas en note. J'étais incapable. Enfin, ça me paraissait aberrant comme situation, totalement irréelle. J'avais l'impression d'être... qui n'était pas qu'une impression d'ailleurs, hein, mais d'être totalement inactif et dans un état totalement apathique. J'avais l'impression d'être fatigué, de pouvoir plaire à personne et pas même à moi-même. Et de toute façon, quel intérêt de se plaire à soi-même puisque de toute façon, tout ça n'a pas de but. Il y a une inquiétude qui s'installe et une incertitude sur le long terme. C'est-à-dire qu'on sent que cette pandémie va durer et que non seulement on va pas pouvoir se trouver de job étudiant si on a besoin dans l'immédiat, mais que potentiellement cette crise sanitaire va être suivie d'une crise économique et que donc on va pas non plus se trouver de job potentiellement à la fin de nos études ou dans les années qui viennent. Qu'il y a la crise climatique qui nous tombe dessus. Et j'en parle parce qu'elle est liée d'une certaine manière, plus ou moins directement, mais à la pandémie ou aux pandémies qui pourraient intervenir à l'avenir. Enfin, on sait pas de quoi demain sera fait. Ce qu'on sait en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il sera pas réjouissant. Bon, en fait, c'est pas très très alléchant comme perspective. Enfin, voilà. Donc oui, la déprime, ça vient de là. Et oui, au bout d'un moment, je suis allé consulter. Oui. Les chiffres sont accablants. Les 3/4 des jeunes Français se disent aujourd'hui tristes, déprimés, voire désespérés. La précarité les frappe de plein fouet et dans le monde universitaire, par exemple, 1 étudiant sur 2 estime ne pas avoir mangé à sa faim de façon répétée depuis le début de la pandémie. Bonjour madame. Alors c'est 2 courgettes plus autant de carottes que vous voulez. Comme Martin, qui nous a accompagnés dans l'un des nombreux points de distribution qui existent plus que jamais à travers toute la France, 70% des étudiants déclarent avoir eu recours à une aide alimentaire pour la première fois de leur vie. La majeure partie du confinement, je n'ai pas été au Crous. Au début, j'avais ignoré d'ailleurs un petit peu qu'il y avait une mesure de repas à 1 € etc. qui avait été mise en place. C'est aussi un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on est déprimé parce qu'on ne sort pas, qu'on ne voit personne, et en même temps, la déprime donne pas envie de sortir et de voir quelqu'un. J'ai pas le souvenir précis du premier jour où j'y suis allé, mais voilà, il y a un jour sans doute où j'allais peut-être un petit peu mieux, j'ai eu un petit regain d'énergie, j'en ai profité pour saisir cette occasion-là, il faisait beau, j'imagine, et je suis sortie, c'est l'occasion en plus de prendre l'air, de se balader, ça je l'ai très vite compris.
Et tu bénéficies encore aujourd'hui de l'aide alimentaire? Tu vas encore au Crous? Oh oui, autant que possible, j'y vais. Oui, j'y vais autant que possible. Oui, parce que je me sens encore instable moralement, psychiquement, énergétiquement. Et que là, voilà, je me dis, ça me force à sortir tous les jours, parce que c'est certain que je ne sortirai pas tous les jours sinon. Et puis ça me force à manger équilibré, à garder un rythme de vie, un minimum correct, voilà, ouais. Et se faire aider comme ça, psychologiquement, ça n'a pas été compliqué? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est quelque chose que j'assume totalement. Enfin, je veux dire, c'est des aides qui nous sont allouées. On aurait tort de pas les prendre si on a besoin. Et puis, il n'y a pas de honte à ça. Alors que les tout premiers cas de Covid avaient été identifiés dès janvier 2020, c'est donc avec le rétablissement en octobre de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire que l'appréhension par les jeunes de la maladie changea radicalement. Puisqu'il y avait une seconde fois, il était désormais clair qu'il y en aurait une troisième, une quatrième et bien d'autres encore après. L'avenir était bouché pour l'éternité et la génération du selfie, devenue la génération du masque, s'abandonna plus que jamais aux écrans et aux applications. Alors il y a forcément des jours où on va sur les sites de rencontres, où on se dit c'est pas sérieux, faut pas se prendre d'amende, faut pas prendre de risques, faut pas, voilà. Mais c'est une occupation de se dire bon allez, ça va me faire un petit but dans la journée, je vais essayer de parler à une ou deux personnes. Et puis en fait généralement les gens sur les sites de rencontres sont relativement sérieux. Et du coup ça nous a permis de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Même juste amicalement, humainement, ça fait plaisir. Et amoureusement, j'ai eu de la chance de rencontrer quand même des personnes. Paradoxalement, le Covid m'a montré une nouvelle manière de rencontrer des gens. Hop, et voilà. Avant, j'utilisais très peu les applications de rencontres, je les critiquais énormément. Et donc, je pense que si le confinement n'était pas arrivé, je n'aurais jamais pris le temps un peu justement de parler à des gens, de les rencontrer. Peut-être aussi parce que j'ai une certaine timidité et que quand je vais trouver une fille belle en soirée, j'avais plus de mal à l'aborder. Les rencontres sous couvre-feu, en quoi étaient-elles différentes de celles qui se passaient avant? Ça allait un peu plus rapidement. Il y avait une forme d'urgence, puisqu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait se revoir, quand on allait pouvoir se revoir. Donc je dirais que les choses se faisaient plus vite. Couvre-feu à 18h, 19h, donc on fait ça. Après, il faut vite aller acheter des trucs à boire, des trucs à manger. Et ensuite, c'est vraiment tout prévoir à la minute près, j'ai envie de dire, à l'heure près. Alors qu'avant, c'était vraiment naturel. C'était on se voit, si ça match, on continue à se voir, on voit où ça finit. Donc c'est vraiment, ça enlève le côté naturel et spontané de la rencontre. Très très vite, effectivement, on se retrouve à devoir se dire tu peux venir boire un verre chez moi, etc. Et puis un intérieur, un appartement, c'est quand même quelque chose d'intime. Alors faire tout de suite rentrer quelqu'un qu'on connaît pas dans notre intimité, quelque part, c'est quand même quelque chose. Et du coup, tu as parfois transgressé les règles imposées? Oui, il y a certainement des règles, des consignes, ne serait-ce que de distanciation sociale, que j'ai transgressé à un moment. Mais parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est invivable. Enfin, voilà, c'est... Je me suis effectivement dit que si jamais je ne transgressais pas les règles, que je pouvais sombrer dans une certaine folie. L'homme est un animal social, il n'est pas fait pour rester enfermé. Et j'avais besoin de ça, de cette sociabilité, de ces contacts et d'espace. Dans un contexte aussi pesant, comment ne pas comprendre en effet le désir de faire un pas de côté, quitte à être jugé quelque peu provocateur? Je suis pas vraiment d'accord avec toutes les restrictions qu'ils mettent et je les respecte pas. Et j'ai pas honte de ne pas les respecter. Après, je fais quand même attention. Je vais pas aller voir ma mamie quand la veille, je suis allée en soirée avec plein de personnes. Mais sinon, en général, je continue à vivre ma vie. Avant le corona, je sortais pas beaucoup. Et avec le corona, vu qu'il y avait que ça à faire, que c'était vraiment la seule manière de voir ses amis, du coup, je suis jamais autant sortie qu'avec le corona, en fait, en réalité. Même pas que je me disais, tiens, je m'en fous, je sors. C'est que j'ai même pas vraiment pris en compte qu'il y avait cette règle, en fait. Du coup, j'ai juste continué ma vie comme elle était et ça m'a empêché de faire des choses, mais c'était plus comme des jours fériés qu'autre chose, quoi. Vous
vous souvenez des vers de Rimbaud? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Pendant le couvre-feu, je suis jamais rentrée en fonction de ça. J'ai dû rentrer à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. Tu ne pensais jamais à l'heure? Moi, je pense à l'heure, oui, mais pour moi, pour mon sommeil, pour ce que j'ai à faire le lendemain, mais pas du tout à cause du corona, non. Je sais, en fait, à vrai dire, je sais même pas à quelle heure s'arrête le couvre-feu. Je sais même pas à quelle heure il reprend, à quelle heure on a le droit de sortir officiellement. Je sais même pas si c'est à 6h, 8h, je sais pas. Ah voilà, mais non mais tu sais en mode genre, non mais genre, non mais elle disait genre en mode comme si c'était un truc de fou, ouais, genre ouais les gens. Même si je sais qu'il y a des gens qui meurent et tout, je sais que j'ai rien à voir dedans, que moi j'ai fréquenté personne qui l'a attrapé, que moi mes actions elles ont influencé personne, enfin qu'elles ont fait du mal à personne. Et puis même, enfin je sais pas comment dire non, je culpabilise pas et on me fait pas culpabiliser non plus. J'arrive pas à me contraindre pour quelque chose que je vois pas, qui change rien à ma vie en fait. J'arrive pas à prévenir, je préfère guérir. Ce soir, diamanté. Pour avoir voulu vivre quelques moments d'insouciance dans un océan de contraintes, mais surtout pour s'être persuadé que la vie pouvait continuer comme avant, nombre de jeunes allaient être cloués au pilori par l'angoisse des adultes, comme si le Covid, d'autant plus mystérieux qu'il restait invisible, devait avoir un visage, le leur. C'est le ministre de la Santé qui le premier sonna le tocsin, ciblant les jeunes, parlant de leur relâchement et les appelant à la vigilance. Je comprends parfaitement leur besoin de changer d'air et de souffler, mais le virus, lui, ne prend pas de vacances. On n'a pas encore gagné la guerre. Ces propos, en apparence mesurés, n'en avaient pas moins désigné une cible et ouvert les vannes de la réprobation. Et alors même que la quasi-totalité d'entre eux respectaient les règles qu'on leur avait imposées, les enfants du siècle devinrent les propagateurs supposés du virus. Dans nombre d'articles ou d'émissions, Inès et les autres adolescents frondeurs furent traités en boucle d'irresponsables et d'égoïstes. J'ai 17 ans, je suis aguerrie, j'habite... Par une étrange coïncidence, « Mauvaise fille » fut le titre du clip auquel Inès participa peu de temps avant le Covid. Mauvaise fille, mauvais garçon. Journalistes et responsables politiques multiplièrent les invectives, comme s'il fallait marquer au fer rouge chaque transgression. Des adolescents ont organisé cette soirée en plein air, en plein cœur de Paris, sur les réseaux sociaux. Les jeunes se retrouvent autour d'enceintes, dansent, boivent de l'alcool et lorsque les policiers arrivent... Cris, insultes, mouvements de foule. Des jeunes sont filmés en train de lancer des bouteilles en verre sur les fourgons de CRS. La police réplique avec des gaz lacrymogènes pour les disperser. Ce qui s'est passé est profondément anormal. Le bon sens, c'est que ça n'aurait jamais dû se passer. Donc j'attends des sanctions exemplaires. Alors on va nous refaire les grandes leçons. Mais c'est un attentat. C'est criminel ce qui s'est passé. Parce que potentiellement, ce sont des familles qui vont se contaminer. Et il y aura certainement des morts au bout de la chaîne. Par ici, s'il vous plaît. Bonjour madame, carte d'identité, notification de rendez-vous, s'il vous plaît. Monsieur vous accompagne? Oui. Avec l'arrivée des premiers vaccins dans toute la France, les enfants du siècle ne sortirent pas pour autant du tunnel. 3e, 4e, 5e vague, prolongation de l'urgence sanitaire, instauration d'un pass pour prendre le train, pour aller au café ou au cinéma. Du coup, on va annuler le rendez-vous de monsieur? On est obligé. Voilà. Donc après, il faudra qu'il reprenne rendez-vous dans tous les cas. D'étranges lieux virent le jour, tel le vaccinodrome du Stade de France, où Ryan fut engagé comme vacataire. Comment tu t'es retrouvé travailler ici? Moi, je m'étais inscrit à la mission locale de Saint-Denis.
J'avais jamais pensé à m'inscrire là-bas. Et après, j'ai reçu un mail de ma consultante de la mission locale qui m'a dit que du coup, la mairie de Saint-Denis recherchait des jeunes de la ville pour faire agent d'accueil au vaccinodrome. J'ai postulé, j'ai fait les entretiens et j'ai eu une réponse immédiate, positive. Et après, du coup, financièrement, je savais que j'allais m'en sortir. C'est-à-dire commencer à mettre de côté pour payer mon permis, de pouvoir, on va dire, préparer les vacances si on peut partir en vacances, commencer aussi à pouvoir sortir avec mes amis. Donc c'est vrai que d'avoir trouvé ce travail, ça m'a permis psychologiquement de me sentir beaucoup, beaucoup mieux. Tu penses que tu es sorti d'affaires ? Psychologiquement, j'ai encore des séquelles de ça, c'est que j'arrive plus à travailler, j'ai perdu le goût des études, j'ai perdu le goût du travail, alors qu'avant j'étais un élève studieux, j'avais pas de problème par rapport à mes études, par rapport à mes notes. J'ai l'impression d'être devenu un peu, pas feignant, mais d'avoir perdu cette foi en moi-même. J'avais des projets avant, je voulais m'installer au Canada, et maintenant j'ai plus cette envie de faire les démarches administratives. Avant, faire toutes les démarches qu'il y a à faire pour demander... peu importe la chose, je le faisais et je le faisais le plus rapidement possible pour être débarrassé de ça, mais maintenant je laisse les choses venir à moi et je me sens perdu dans ça et je pense qu'il va falloir attendre encore des mois pour me reprendre bien en main et redevenir celui que j'étais avant. Redevenir celui ou celle qu'on était avant la pandémie, combien sont-ils aujourd'hui à l'espérer encore ? Ou plutôt, combien sont-ils aujourd'hui à penser que le temps perdu se rattrapera plus tard ? Manifestement très peu, si on en croit les enfants du siècle que nous avons rencontrés, tant il est vrai qu'ils se sentent tous profondément changés. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté en mars 2020 et que depuis, on n'a pas eu l'opportunité de faire grand-chose. Bon, on est jeunes, on a encore de longues années devant nous, on espère, mais c'est quand même une année qu'on a perdue et qu'on ne retrouvera pas. Personnellement, j'ai perdu des repères là-dedans, même dans ma manière de vivre tous les jours. J'ai plus le même mode de vie, j'ai pris d'autres habitudes qui sont plus les mêmes qu'avant. Et c'est difficile au final pour moi maintenant d'avoir un rythme normal, même ne serait-ce que pour dormir, manger, etc. Tout est perturbé et c'est assez bizarre comme sensation. Bah oui, je pense que tout le monde en sort un peu différent. Les relations seront plus jamais les mêmes, je pense. Moi, faire une bise à quelqu'un, je trouve ça maintenant très bizarre. Quand je regarde un film et que je vois des gens sans masque, dans un concert, même un concert, je me dis « Ah ouais, ça c'était avant et on se souciait de rien. Les gens étaient proches les uns des autres, en boîte de nuit. » J'ai dit « Mais quand est-ce qu'on va pouvoir revivre ça ?» Pas beaucoup, je crois. Le Covid n'a pas remis en question mes ambitions. Il a, on va dire, réduit pas mal de chances de faire des compétitions internationales. L'année dernière, je pouvais participer peut-être à 2 compétitions internationales, elles nous ont été annulées. Là, il y a les championnats d'Europe, je croise les doigts pour qu'ils soient maintenus, mais s'ils sont annulés, j'aurai plus l'âge. L'année prochaine, je passe en senior, donc je serai plus jeune. Donc oui, on nous enlève des compétitions et ça, on ne pourra jamais le rattraper. Je suis passé à côté d'1 an et demi de ma jeunesse. Dans ma vie sentimentale, ça n'a pas pu avancer. Toute la vie universitaire, la vie sociale, la vie associative, je ne l'ai pas vue en fait pendant ces mois de confinement. Les cours, j'ai décroché, donc j'ai même pas pu tirer par le haut par mes études. Je suis passé à côté, pendant 1 an et demi, à côté de ce qu'on pourrait qualifier des plaisirs de la jeunesse, oui. On peut dire que ça m'a changé intérieurement dans le sens où j'ai décliné ma sociabilité, le fait de vouloir sortir pour plutôt me concentrer sur moi-même, vraiment moi-même, et clairement je me suis coupé du monde. J'ai désinstallé plusieurs applications de réseaux sociaux juste pour éviter d'avoir des notifications de personnes. Voilà, j'avais pas envie d'avoir des nouvelles du monde extérieur. J'ai pris aussi cette très mauvaise habitude de rester allongé dans mon lit. Voilà. De regarder des séries, de suivre mes cours en ligne sans caméra. Je commençais la journée en étant fatigué, en étant patraque, et je terminais la journée en étant anxieux et encore fatigué. Je me disais, tiens Florentin, tu aurais très bien pu sortir, tu as le temps, tu as la santé, tu peux mettre un masque, mais je ne le faisais pas, et donc j'étais dégoûté dans le sens où je me sentais mal.
Vraiment, j'avais mal à la tête, j'avais envie de me cacher. À ma génération, on a volé plus d'une année. On nous a volé tous nos petits moments dans les bars, dans les soirées, dans les rues, dans les restaurants, dans les discothèques. On nous a volé nos moments au musée, dans les bibliothèques. On nous a volé les moments à l'université, je dirais même au lycée, au collège. Mon frère qui est au collège a vécu une des pires années de sa vie. Et vraiment, c'est un vol qu'on ne pourra jamais récupérer, il n'y aura jamais de coupable et on ne pourra jamais traduire qui que ce soit en justice. Et ça va être un aspect qui va justement imprégner cette crise et qui va durablement nous toucher.